Bonjour. Ça aurait été bien que vous vous mettiez plus de ce côté-là par rapport à notre positionnement sur l'estrade, mais ce n'est pas grave. Oui, c'est vrai, on n'a pas pensé à ça. Donc, vous avez vu que vous avez le pointeur pour changer les images. Le truc au milieu, c'est vous qui allez prendre en premier, puisque vous parlez en premier. Bon, nous allons commencer tout de suite pour tenir le tempo du Forum des projets urbains. Bienvenue. Nicolas Michelin va nous rejoindre en route, mais on a beaucoup de choses à se dire, donc on va commencer. Alain Juppé nous livrera tout à l'heure sa vision de la ville productive, qui inclut des activités très diverses dans des projets très divers également. Mais nous allons dès maintenant passer à l'opérationnel avec la déclinaison de cette création de la ville productive à travers diverses opérations, avec Camille Yury, directrice de l'opération d'intérêt métropolitain Bordeaux Aéroparc, Emeline Dumoulin, chef de projet des bassins à flot, Flore Scherer, chef des projets pour Brazza, et Jérôme Gauze, directeur général délégué de la FAB, la fabrique de Bordeaux Métropole. Donc commençons tout de suite avec vous, Camille Yury. L'OIM Aéroparc, c'est plus de 2000 hectares, je crois, sur lesquels seront développées toute une série d'opérations avec un objectif de créer 10 000 emplois. Bien, bonjour à tous. Voilà. Donc effectivement, cette opération d'opération d'intérêt métropolitain, en fait, la métropole bordelaise a souhaité, en complément de l'opération d'intérêt national, créer 2 opérations d'intérêt métropolitain, dont l'objectif est effectivement la création de 2 fois 10 000 emplois, avec une priorité donnée à l'activité productive. Bonjour. À l'activité productive et artisanale. Le constat a été fait qu'on a une très grande attractivité résidentielle. Bordeaux se développe sur ses friches industrielles avec de très grands projets dont on parlera après. Mais il y a aussi un besoin de développer l'emploi et d'éviter une fuite de nos activités industrielles et artisanales en dehors de la métropole, avec toujours, comme dans toutes les métropoles en France et ailleurs, un problème de prix du foncier qui augmente et qui rend difficile l'accessibilité aux entreprises, aux petites entreprises de nos terrains. Donc un des objectifs, c'est justement de réserver par un PLU assez restrictif ces terrains à l'activité productive et de mettre en place aussi des outils fonciers pour limiter l'envolée des prix du foncier. Donc cette opération OIM Bordeaux Aéroparc, elle se déroule autour de l'aéroport sur un territoire de 2500 hectares avec donc à peu près 400 hectares vierges à aménager. À terme, environ 1 million de mètres carrés de surface planchée développée, c'est-à-dire à peu près la moitié de l'OIN, un peu moins de la moitié de l'OIN. On a déjà sur le territoire 40 000 emplois, donc c'est déjà un pôle très conséquent de la métropole en termes d'emplois. Et de pouvoir accueillir 10 000 emplois supplémentaires en développant évidemment à la fois les voiries, les transports en commun, les services, les aménités qui permettront à des entreprises de s'installer. La métropole a engagé sur ce territoire prioritaire de développement économique 220 millions d'euros d'investissement entre l'arrivée du tram A à l'aéroport, la mise en place d'un bus à haut niveau de service qui va traverser tout le territoire du nord au sud et également des investissements conséquents en matière d'espace public et avec le doublement aussi, enfin la mise à 2 fois 3 voies de la rocade. Alors quelques images pour donner un peu un décor à cet exposé. Donc on a des grandes industries aéronautiques, spatiales, défense qui sont sur le territoire. Un territoire qui, comme vous le voyez, est dans le prolongement du plateau des Landes, avec encore de très belles forêts, beaucoup de rivières aussi, puisque l'aéroport a été construit sur un plateau depuis lequel coulent 5 rivières qui sont assez peu visibles aujourd'hui sur le territoire, qu'on voudrait justement renaturer et remettre en valeur. Le campus Thalès, qui a fait parler de lui un peu partout, qui s'est conçu à partir de 2014 et qui a été livré en 2016.
Et puis le pôle tertiaire de Mérignac, qui est la deuxième place tertiaire de l'agglomération pour l'instant, avant évidemment le développement de l'OIN. Et donc ce pôle tertiaire qui se conforte aussi très dynamiquement depuis quelques années sur la route de l'aéroport. Et puis de beaux paysages avec des haies encore présentes et qu'on voudrait essayer de conserver dans le projet. Donc, l'échelle de l'OIM est une échelle relativement inédite. 2500 hectares, c'est la moitié de la ville de Bordeaux, la moitié de la ville de Mérignac. Ça suppose, en termes de procédure d'aménagement, en termes d'organisation de la maîtrise d'ouvrage, des maîtrises d'œuvre, l'organisation des opérateurs, évidemment, d'inventer un dispositif, puisque à cette grande échelle qui rassemble donc à peu près une quarantaine d'opérations d'aménagement, on a donc de l'échelle XXL, les 2500 hectares, on va jusqu'à l'échelle de la parcelle et du bâti, en passant par une structuration en cours, puisqu'on a lancé un plan guide à l'échelle du grand territoire des 2500 hectares, avec Luc Weisman, architecte, Pascal Antel, HYL, et Benoît Loiseau sur Artelia pour le volet VRD, mais aussi stratégie de développement durable et dossier d'autorisation environnementale globale, puisqu'on voudrait essayer de déposer, c'est un de nos sujets du moment, un dossier d'autorisation environnementale globale pour bénéficier à l'ensemble des opérateurs pour les projets à venir, sachant qu'il y a déjà beaucoup de projets déjà en cours et déjà partis qui ont fait déjà leur propre dossier, mais l'objectif c'est de pouvoir en bénéficier à tous. Donc on passe de l'échelle des grands secteurs, 3 grands secteurs, le nord de l'aéroport qui est plutôt très fortement marqué par la forêt, le centre de l'aéroport qui est la route de l'aéroport avec le pôle tertiaire, et puis le sud qui est plus entre coulées vertes et campagne. Donc voilà, 3 grands secteurs sur lesquels on voudrait décliner toute une stratégie urbaine, paysagère, architecturale. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je pourrais y passer des heures, mais voilà à peu près le travail qui est en cours de structuration de la réflexion sur ce territoire depuis le XXL jusqu'au XS. Voilà. Donc des temporalités, on a décliné les 3 secteurs avec une quinzaine de quartiers qui rassemblent chacun de 2 à 3 jusqu'à 6 ou 7 opérations d'aménagement. Et des temporalités de projets qui sont extrêmement variables, avec déjà une vingtaine d'opérations qui sont actives. À peu près 600 hectares aujourd'hui sont en cours de mutation et donc sont accompagnés par l'équipe de la métropole, équipe qui rassemble à la fois tous les experts nécessaires autour de la table et aussi un référent de chaque ville pour essayer d'organiser une structuration de la maîtrise d'ouvrage et une position commune entre ville et métropole. Donc on a une vingtaine de projets en cours, très variés, avec des pôles de loisirs, des pôles d'activités tertiaires et des pôles d'activités industrielles. Donc la méthode que nous proposons de mettre en place, c'est une méthode atelier, comme Bordeaux l'a déjà mis en place depuis de nombreuses années, comme l'atelier des bassins à flot, l'atelier Brasa. Donc là, il y aura un atelier, il y a déjà depuis septembre dernier, un atelier de l'OIM qui accueille l'ensemble des opérateurs à l'échelle des opérations d'aménagement, puisque évidemment à 2500 hectares, pour l'instant, on est à des échelles d'opérations d'aménagement. Et on a acté avec les élus très récemment une méthode de travail qui est la suivante, qui peut paraître à vous tous urbanistes extrêmement classique, mais qui pour nous en fait est un vrai décollage qualitatif de ce territoire. Une maîtrise d'œuvre complète, obligatoire pour chaque opérateur. Aujourd'hui, on a des opérateurs qui sont pas forcément des professionnels de l'aménagement. On a des entreprises de construction qui s'improvisent opérateurs d'aménagement. On a des entreprises de logistique qui s'improvisent opérateurs d'aménagement. Donc, on a une véritable montée en professionnalisation nécessaire des maîtrises d'ouvrage. Donc une maîtrise d'œuvre obligatoire, une validation obligatoire en atelier des projets d'aménagement avec donc notre urbaniste conseil qui est dans ce dialogue avec les opérateurs, et puis des échanges techniques dès le démarrage du projet d'aménagement avec une chaîne politico-technique qui doit évidemment être solide du début à la fin. Concernant l'instruction des permis de construire, nous sommes en cours de réflexion sur la manière dont nous allons organiser tout ceci.
Les spécificités en quartier d'activité économique, c'est que les projets d'entreprise sont extrêmement fluctuants. Une entreprise peut décider de venir et puis au dernier moment, son board va changer d'avis. Donc on doit être dans une méthode très de fixant des invariants et permettant une grande souplesse d'adaptabilité du projet en fonction des entreprises qui confirment ou qui infirment leur projet. Donc on donne la priorité aujourd'hui au programme des espaces publics autour des secteurs les plus actifs et on aura probablement ensuite des adaptations dans le temps puisque c'est un projet qui évidemment se déroule sur 20 ans. Voilà. Et on a aussi un autre enjeu qui est la question de la diversité des architectes qui sont appelés à travailler sur ces territoires. Parce qu'aujourd'hui, on a peu d'architectes différents et parfois pas d'architectes ou très peu d'architectes qui sont investis sur ces territoires. Et on voudrait, grâce à ce territoire de 2500 hectares, essayer de créer localement, nationalement, une appétence sur ces sujets-là. Donc on envisage des cycles de conférences, le fait de peut-être lancer un appel à candidature pour que des architectes locaux ou pas puissent se manifester pour investir ce type de territoires qui sont des territoires relativement ingrats aujourd'hui. Je vous ai montré la jolie facette du territoire avec les espaces paysagers, mais on a aussi des espaces peu qualitatifs aujourd'hui, très peu amènes pour les piétons, pour les cyclistes, pour le quotidien. Je crois que je suis beaucoup trop longue. Je vais conclure simplement pour dire qu'on est en discussion avec le ministère pour une reconnaissance juridique des OIM avec la possibilité de pouvoir se doter d'outils de financement des équipements publics, de se doter également d'une possibilité de concertation réglementaire à la grande échelle. Aujourd'hui, ça n'est pas possible à l'échelle de 2500 hectares puisque nous n'existons pas dans le code de l'urbanisme. Et puis de conforter l'idée d'un dossier d'autorisation environnementale globale. Et puisque nous n'avons pas lancé de concertation réglementaire, nous avons en revanche lancé une concertation volontariste des entreprises du territoire pour que le projet que nous faisons soit bien empreint des besoins réels des salariés. Et donc la stratégie que nous avons choisie, c'est de pouvoir activer l'espace public à travers des petites constructions, des tables de pique-nique, etc., qui seront l'occasion pour les salariés du territoire de venir dans l'espace public, partager des moments de convivialité et nous apporter des idées sur ce qu'on pourrait mettre en place à court terme sur le territoire, puisque évidemment on a des projets d'espace public qui vont arriver dans quelques années, mais en attendant on a des problèmes de congestion importants et il faut qu'on arrive à trouver des solutions rapides et positives pour ce territoire. Voilà, merci beaucoup. Alors, autre projet bien connu, celui des bassins à flot. Nicolas Michelin, vous militez pour un urbanisme négocié où le maître d'œuvre ne soit pas dépossédé de sa capacité à garantir la qualité urbaine et vous mettez en œuvre sur les bassins à flot. Mais est-ce que cela peut s'appliquer aussi à des projets où interviennent des acteurs économiques qui, par nature, n'ont pas forcément la qualité urbaine comme priorité ? Ça s'applique d'autant mieux puisque dans un quartier comme ça de 5400 logements, l'idée c'est de conserver l'activité, soit qui existait à travers le port, soit qui vient prendre place sur les bassins. Moi je distingue là deux choses sur l'activité, enfin je ne sais pas si vous en avez parlé au début, mais l'activité bureau et l'activité artisanale, on va dire. Sur les bassins à flot, la vocation, c'est pas d'avoir de l'activité bureau avec des grands immeubles de bureaux tertiaires qu'on peut connaître aujourd'hui ou qu'on voit sur le quartier de la Gare. C'est pas sa vocation, c'est plutôt du bureau, ce que j'appelle du bureau intégré. Enfin, c'est un peu ce qu'on essaie de développer, c'est un peu quelque part l'idée d'Haussmann. Enfin, Haussmann, tous les grands quartiers haussmanniens, ils ont l'avantage de pouvoir passer du bureau au logement, du logement au bureau, d'une façon assez évidente, assez facile. Et ça génère des immeubles qui peuvent être soit du logement, soit du bureau, y compris en façade. Donc quand on a eu à traiter, par exemple, le premier immeuble de bureau qui s'est installé, c'est Cdiscount, sur le bord d'entrée de l'Écluse, l'atelier des bassins, qui était à tous ses débuts, on a demandé que cet immeuble ressemble pas à un immeuble de bureau, voilà, que ça ressemble plutôt à un immeuble portuaire ou à un immeuble d'activité. Bien sûr, les plans à l'intérieur sont très fonctionnels, mais l'aspect visuel de ce bâtiment, c'est pas une trame de 135 avec des shadow box et des vitrages et tout ce qu'on connaît un petit peu dans les immeubles de bureau, même si ceci évolue beaucoup. Donc l'idée d'atelier, c'était de transformer une architecture traditionnelle de bureau
une architecture urbaine très intégrée dans le site, et je pense que c'est assez réussi sur ces discounts, puisqu'en plus on a gardé des bâtiments existants, et donc de faire en sorte que ce bâtiment de bureau se glisse dans le paysage. Ça a été pareil, deuxième exemple sur le Crédit Agricole, qui est en train de se réaliser, où on a demandé en atelier que ce bâtiment ait des toitures, ce qui n'est pas évident dans un immeuble de bureau, des toitures comme des grands sheds, donc le lauréat du concours, Jean-Michel Villemotte, son agence, n'était pas forcément habitué à traiter des immeubles de bureaux avec ce type d'architecture. Bien sûr, après, les plateaux sont très fonctionnels, mais en travaillant avec eux, l'atelier était assez exigeant sur l'alignement sur rue, sur les entrées bien adressées sur la rue, sur les terrasses plantées, etc. Et finalement, on voit apparaître aujourd'hui sur le Crédit Agricole un immeuble extrêmement qualitatif, c'est mon avis, qui n'aurait pas été dessiné par un architecte qui fait d'habitude du bureau. Voilà. Donc ça, c'est deux points qui sont assez intéressants sur le bureau, faire en sorte que, un peu comme dans la ville haussmannienne, on ne distingue pas forcément l'immeuble de bureau des autres. Et les gens sont assez réceptifs à cette idée-là, parce que vous savez que le monde du travail bouge beaucoup, on a beaucoup d'open space, de cocooning, des endroits où on peut se reposer, des endroits où on peut s'isoler, tout ça évolue énormément, et je pense que ça va dans cette démarche-là. La deuxième chose qui, dans les activités, là c'est nettement plus compliqué. Il y a des activités au bassin flot. Nous, la première difficulté, ça a été l'activité portuaire. Donc ça a suffisamment eu d'articles dans les journaux au moment du pôle naval qui existe aujourd'hui, qui était donc non polluant pour les riverains, puisque on a construit des immeubles tout près des formes de Radoub. On a toute une infrastructure de logement, et il était hors de question d'avoir des grandes coques où on fait de la peinture à très très haute pression, du sablage sur les coques de navires. Donc ça, c'était pas possible, et le maire l'a bien précisé. Donc ce qui se passe aujourd'hui sur le pôle naval, c'est plutôt une activité douce, de bateaux qu'on rénove par l'intérieur avec des petits artisans qui s'installent. Et il y aura probablement à venir quand même une forme pour protéger les bateaux au-dessus des formes de Radoub, qui sont des formes non définitives. Donc voilà, après c'est toute la conjugaison entre la pollution sonore, visuelle et chimique et les habitants. Donc il y a un pas à franchir dans cette chose-là. Puis la dernière chose donc après le dessin de ces hangars actifs, eh bien, ils font aussi l'objet de l'atelier. On demande, soit dans les gammes de couleurs, dans les gammes des bardages pré-laqués, qui soient traités d'une façon mi-cassée pour être un peu plus douce. On traite beaucoup ce qu'on appelle les gris Garonne à l'atelier, c'est-à-dire des gris qui ne sont pas ni noirs, ni blancs, ni acides comme certains bâtiments industriels, mais plutôt assez doux à l'œil. On essaie de retravailler sur des percements, etc. Donc on peut traiter tout à fait l'architecture industrielle. La dernière chose que je voudrais dire, qui s'applique un petit peu au bassin, mais qui s'applique, j'espère, prochainement à la Jalère, où on travaille en ce moment sur un plan guide. C'est ce que j'appelle un peu le bureau diffus, c'est-à-dire c'est des gens qui ont besoin d'un immeuble de bureau, d'un plateau de bureau propre, c'est-à-dire où il n'y a pas de poussière, etc. Ils ont besoin d'un rez-de-chaussée où ils font vitrine, donc c'est pas une vraie boutique, mais ils ont besoin de monter les produits qu'ils font. Et ils ont besoin d'un espace salle, c'est-à-dire un espace où il y a un modeleur 3D, quelque chose qui fabrique du prototypage. Il y a beaucoup de start-up en région parisienne que je connais bien, il y en a aussi sur la région bordelaise, c'est-à-dire qu'ils cherchent un endroit où ils peuvent réfléchir et concevoir, produire et montrer ce qu'ils font. Donc il y a à la fois au rez-de-chaussée un effet vitrine, en étage un effet plateau de bureau, et à l'arrière, je dis à l'arrière parce que c'est plus simple à comprendre, une petite halle productive où on peut faire un peu de bruit. Et ces gens-là qui ont des startups qui sont 15, 20, ils ne trouvent pas en fait, parce que soit on les met dans les zones d'activité, ils n'ont plus l'effet vitrine, ils sont complètement perdus, soit on les met dans les plateaux de bureau, ils sont un petit peu perdus, ils n'ont pas forcément l'effet vitrine, mais surtout ils n'ont pas leur salle productive. Donc en fait ils n'ont pas de destination. Ils ont beaucoup de mal sur le Grand Paris, on parle beaucoup de ça, à trouver l'endroit où ils peuvent se poser. Et il me semble qu'en des secteurs, peut-être chez vous aussi dans le IM, ou en tout cas à Jalère et un petit peu à Bassin, on peut trouver des idées où on a en effet rez-de-chaussée la démonstration de ce que savent faire ces gens. Vous savez, ça va
fabriquer des nouveaux gobelets en plastique en passant par des prototypages. Et c'est vraiment de la recherche productive adaptée à des nouveaux matériaux. Et toutes ces découpes sont absolument extraordinaires. Aussi dans le milieu de l'architecture, on travaille beaucoup avec des découpes 3D, et avec des matériaux incroyables, avec des fibres. Enfin, ça évolue extrêmement vite. Ils ont besoin donc de ça. Et on pourrait, dans des projets urbains, leur donner une vitrine sur le rez-de-chaussée, donc occuper le rez-de-chaussée éventuellement assez haut, avoir un plateau de bureau qui peut faire... de 100 à 300, 400 mètres carrés, ça dépend de la taille. Et puis derrière, une halle de production bien isolée, qui est en direct. Et si on est très très malin, ce qu'on voudrait faire à la Jalère, dans le quartier près du nouveau stade de Bordeaux, c'est associer du logement à ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la ville où, vous savez, le thème de la ville en chaussons, la ville où on se déplace plus, enfin on se déplace un peu en vélo, mais on se déplace peu. C'est-à-dire qu'on a à la fois j'habite, je travaille, je produis, voilà. C'est un peu un rêve, mais quand on creuse bien dans les nouvelles propositions de réinventer la ville, réinventer la métropole, réinventer la Seine, réinventer le monde, là en ce moment qui sont lancés, ce sont des thèmes qui sont extrêmement forts et qui pour nous, urbanistes, nous permettent de gérer des rez-de-chaussée d'une façon différente. Et au bassin à flot, on a essayé, alors on a quelques exemples, de dire, parce que le problème, c'est les rez-de-chaussée. Le problème des promoteurs, c'est qu'est-ce qu'on fait au rez-de-chaussée. On fait du commerce, mais on ne fait pas du commerce partout. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces rez-de-chaussée? Et habiter au rez-de-chaussée, on dit toujours que c'est une difficulté. C'est vrai que c'est une difficulté. Donc on voit des immeubles de logement qui ne sont pas très qualitatifs. On les surélève un peu. Là, ça tombe bien parce qu'on est dans un PPRI, donc on les surélève d'1 mètre pour pas que les gens plongent dans les chambres. En fait, ce qu'on a essayé de faire au bassin, c'est il n'y a pas de rez-de-chaussée sans un étage associé. On a essayé pas partout, mais de faire du duplex descendant. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'immeuble, on rentre au premier étage chez soi et on descend dans le rez-de-chaussée. Et ce rez-de-chaussée, du coup, il peut être soit du tout petit bureau, parce que souvent la personne a besoin de travailler chez elle, donc elle est contente d'avoir une surface qu'elle a achetée un peu moins cher ou qu'elle loue un peu moins cher. C'est un petit bureau, donc pas de problème quand même pour travailler au rez-de-chaussée. Soit c'est carrément un espace qui peut être dédié de nouveau à du logement pour... l'étudiant qui est toujours chez ses parents et qui n'arrive pas à trouver un logement, qui est content d'être un peu indépendant, qui peut sortir directement sur la rue, soit une personne âgée. Enfin, il y a tout un travail sur, je m'écarte un peu du sujet, mais de bureau-logement, de logement-bureau. Voilà, il y a tout un travail morphologique d'immeuble, moi, qui me passionne, qu'on a essayé au bassin, comme je vous ai expliqué, et qu'on essaye aussi sur la Jalère maintenant. Donc toute une offre nouvelle à développer pour répondre aux besoins actuels. Alors, Emeline Dumoulin, toujours sur les bassins à flot. C'est un site donc historiquement dédié à l'activité économique et qui le restera moyennant certaines évolutions. Donc, vous allez nous parler rapidement des objectifs de Bordeaux Métropole. Oui, bonjour à tous. Pour compléter les propos de Nicolas, effectivement, un petit retour historique. Parce qu'au bassin à flot, sur ce site-là, on est sur un site qui a une très très forte identité activité économique, industrielle et portuaire, historiquement. On n'est pas dans le centre historique de Bordeaux, on est dans des quartiers de faubourg qui se sont développés après l'assèchement des marais de Bordeaux-Nord. Et les premiers établissements proto-industriels, on va dire, qu'on identifie en bord de Garonne à cet endroit-là, sont de la fin du XVIIIe siècle. L'essor vraiment du quartier date de la deuxième moitié du XIXe siècle. En fait, c'est la construction du pont de pierre à Bordeaux qui a empêché les bateaux et leurs activités commerciales de continuer à fréquenter le centre ancien comme ils le faisaient et qui a nécessité le développement de nouveaux sites plus en aval de la Garonne. Donc on assiste au développement de tout ce site-là et dans la deuxième moitié du 19e, le port construit le premier bassin à flot. Le second sera construit dans la première moitié du XXe siècle. Et l'âge d'or du développement de l'activité dans ce quartier, c'est vraiment la première moitié du XXe siècle. On y construisait des bateaux, on y construisait des avions. On avait des établissements industriels qui atteignaient le millier de personnes en effectif. Donc vraiment, il faut imaginer que ça grouillait d'activités. Et puis il y a eu la guerre, la Seconde Guerre mondiale, avec beaucoup de destruction, avec des constructions aussi, comme la base sous-marine. Et ensuite, après la guerre, c'est un quartier qui a petit à petit décliné. D'abord, l'activité portuaire a changé. Il y a eu la révolution du container, donc besoin de plus en plus de place pour les activités liées au trafic fluvial et maritime. Développement de nouveaux sites par le port de Bordeaux, plus en aval du fleuve, plus près de l'embouchure du fleuve, et des activités qui ont suivi, dans ce cas, pour avoir plus de place, des fonciers moins chers, ou d'autres qui ont tout simplement périclité. On a assisté à une phase de transition avec une mutation des activités sur les terrains. On a eu beaucoup d'activités
d'activités de logistique dans ce quartier, beaucoup d'activités liées aux véhicules. Il y avait un gros site Iveco, un gros site Citram, et puis vraiment de plus en plus de friches. Donc nous, le projet urbain des bassins à flot, il a été approuvé, celui qu'on met en œuvre aujourd'hui a été approuvé en mars 2010. Et dès le départ, il avait des objectifs de mixité assez importants. Donc on dit toujours ça. Concrètement, la délibération qui a été prise fixe comme objectif à peu près 63% des surfaces en logement, 33% en activité économique sur les 700 000 m² de construction nouvelle qu'on imaginait faire sur 15 ans. Donc c'est assez important. C'est conçu comme un quartier de centre-ville dans lequel on habite, on travaille et aussi on se divertit. Donc, d'un point de vue architectural, d'un point de vue qualitatif, il y a tout le travail sur l'architecture dont a parlé Nicolas Michelin, qui rappelle quand même cet héritage industriel et portuaire dans les formes, dans les matériaux, etc. Et il y a eu aussi tout un travail pour qualifier l'offre, les activités à accueillir dans ce quartier. Donc, assez rapidement après l'approbation du projet urbain, nos élus ont défini 4 filières cibles. Ces filières cibles, ça veut dire que quand on a des entreprises existantes dans ces secteurs, on va essayer de les garder. Et quand on a des entreprises qui veulent venir, qui sont dans ces secteurs, on va tout faire pour qu'elles arrivent à s'installer. Donc les 4 filières, la première, c'est le nautisme. Ça semble évident, c'est la filière historique du quartier. Donc il y a effectivement les activités, le projet de pôle naval qui est mis en place par le port de Bordeaux autour des forts de Rabdou pour remettre en service une activité de réparation navale à cet endroit-là. On est sur des formes classées monuments historiques. C'est très rare d'avoir ce type d'outils de travail en ville. Ensuite, le développement du port de plaisance. Également, les travaux sont en cours par le port de Bordeaux, sachant que le port a son site ici, son siège, sur lequel il a des installations assez lourdes aussi qui peuvent permettre donc tous les métiers autour de la réparation navale. On a également comme seconde filière, là aussi une filière historique, c'est tout ce qui a trait au vin. Donc évidemment, on a la Cité du Vin ici, qui est vraiment le phare maintenant du vin à Bordeaux et sur la métropole, mais pas seulement. Historiquement, comme c'était un quartier de négoce, il y avait aussi des négociants en vin installés. Il y en a certains qui sont restés, et puis maintenant qu'on a des locaux tout neufs qui attirent des nouvelles entreprises, on a pas mal de négociants qui viennent s'installer, sans compter évidemment les caves à vin et les bars à vin de façon très classique. La troisième filière, alors celle-ci elle est nouvelle, c'est tout ce qui concerne le tourisme et les loisirs. Effectivement, ça correspond pas du tout à l'image de départ des bassins à flot. Donc, j'ai parlé de la Cité du Vin. C'est pas le seul équipement touristique et culturel, puisqu'on a ici le musée de la mer, qui est porté par monsieur Norbert Fradin, promoteur privé, musée de la mer et de la marine, qui doit être inauguré au mois de juin. Si on continue, on a ici la base sous-marine, qui est devenue un équipement culturel, géré par la ville de Bordeaux, dédié essentiellement aux arts visuels. Et puis on a un développement de l'offre hôtelière qui va avec tout ça, donc avec plusieurs projets d'hôtels qui sont en construction. La quatrième filière, là aussi c'est nouveau, c'est l'économie créative, dont le numérique. Donc l'économie créative, assez spontanément, elle avait investi le quartier des Chartrons et assez spontanément, elle a continué à investir le quartier des bassins à flot. Donc on a toutes les professions d'architectes, on a l'agence d'urbanisme qui s'est installée dès le début des années 2000, ça a été une des premières réhabilitations importantes au bassin à flot. Le numérique, pour sa part, ça a été un vrai souhait politique. La ville de Bordeaux a lancé il y a quelques années la démarche bassin à flot digitaux, et aujourd'hui on a effectivement un certain nombre d'implantations qui sont très importantes dans ce secteur-là. Alors dans le secteur de l'économie créative et du numérique, on a Ubisoft pour les plus connus, on a OVH, BetClick qui va venir bientôt, donc de belles entreprises. Voilà, donc cette partie-là, c'est les bassins à flot du futur, on va dire. Le dernier secteur d'activité qui va presque de soi, c'est le commerce. En fait, par contre, il a été très vite décidé que ce ne serait pas un quartier de destination commerciale et qu'on allait plutôt tabler sur du commerce de proximité. Et puis finalement, la restauration se développe énormément en lien avec les loisirs, le tourisme. J'ai oublié de parler du futur cinéma multiplex de 13 salles qui allait ouvrir ici en 2020. Donc vraiment, c'est une destination qui va prendre une destination d'activité qui va prendre du poids. Pour vous donner quelques éléments sur les résultats, à fin 2017, en matière de surface de plancher, on avait atteint 75% de l'objectif sur les mètres carrés à échéance de 2025. Donc déjà, ça faisait l'objet de permis accordés, 75% de l'objectif. En activité, on était à 70% de l'objectif avec 166 000 mètres carrés de permis accordés, sur lesquels on a déjà 97 000 mètres carrés livrés. Donc ça a été très très vite.
En tertiaire, on a livré à peu près un tiers de ce qu'on a en projet connu aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 37 000 m² ont été livrés. Et on constate que, en dehors des secteurs que j'ai cités, le secteur de la formation supérieure privée investit énormément les nouveaux locaux au bassin à flot. C'était pas forcément prévisible au départ, mais là aussi, dans l'enchaînement du quartier des Chartrons, c'est un secteur qui s'installe beaucoup et qui crée un écosystème aussi très favorable à l'accueil de nouvelles entreprises, notamment dans le secteur de l'économie créative. Pour terminer, les défis qui nous restent, parce que ça a l'air de se passer assez facilement, mais c'est pas le cas pour tout et pour tout le monde. D'abord, la situation des activités préexistantes au projet. On n'est jamais très fiers de dire que beaucoup d'activités qui étaient là avant le projet sont parties. Alors, il y a plusieurs situations. Il y avait des activités qui étaient là à titre précaire et qui, de toute façon, n'étaient pas destinées à rester. C'était le cas, il y avait des propriétaires qui, au lieu que leur hangar soit squatté, préféraient les louer à des artisans qui étaient installés là, mais qui savaient que c'était pas des implantations pérennes, avec qui on a essayé de travailler sur des relocalisations, mais on n'avait pas forcément, à l'instant T, au début du projet, de quoi les reloger et les accueillir. Et puis, il y avait beaucoup d'activités qui étaient propriétaires de leur foncier. Et celles-ci, on n'a pas forcément voulu les faire partir, mais en général, ça a été leur calcul, leur opération à elles. Elles ont revendu chèrement leur foncier. Parfois, elles ont négocié des relogements sur place. C'est le cas de la société Borimanou. On parlait du secteur du vin tout à l'heure. C'est un poids lourd localement. Mais des sociétés aussi beaucoup moins connues, beaucoup plus petites, qui sont parties en réalisant de belles opérations. La plus emblématique, c'est Le Sieur, les usines qui étaient juste au débouché du pont Chaban et qui étaient là depuis 150 ans dans le quartier, puis qui ont décidé de regrouper leurs sites sur la rive droite. Donc ça, c'est assez emblématique. Sur les activités qu'on a accompagnées à se reloger parfois ailleurs que sur le quartier, et les activités qui sont pas destinées à rester, ce qui est compliqué, c'est que pour certains occupants du port de Bordeaux, le port a beaucoup de locaux et beaucoup de terrains, on est sur des conditions héritées de l'histoire qui sont complètement hors marché. Et on s'est retrouvé avec des activités pour lesquelles il est très difficile de trouver des solutions de relogement parce qu'elles sont incapables d'assumer un loyer normal de marché ailleurs sur la métropole bordelaise. Donc là, on a vraiment un gros travail avec nos collègues du développement économique sur l'accompagnement de ces entreprises. Et pour terminer sur le bilan qu'on peut dresser aujourd'hui de la production de l'offre en matière de locaux, on se rend compte qu'on coche pas toutes les cases et qu'on n'arrive pas à répondre aux demandes de toutes les entreprises. C'est vrai pour le tertiaire et pour l'activité artisanale, puisque finalement la plupart de l'offre qui est produite aujourd'hui au bassin à flot, c'est de la location, est présentée à la location. Or, autant dans le tertiaire que dans l'artisanat, on a des porteurs de projets qui cherchent à acheter leurs locaux, voire à les construire eux-mêmes, et on a très peu de choses à leur offrir dans ce cas-là. Et ensuite, plus globalement sur l'activité artisanale, l'objectif au début du projet était vraiment d'avoir une production de locaux artisanaux intégrés à la ville. Et puis on se rend compte que jusque-là, sur tout ce qu'on a fait, on n'a pas vraiment été très très bon sur cet objectif-là. Donc il y a plusieurs raisons. D'une part, nous on articule des opérations privées. Les opérateurs qui se sont positionnés, qui ont acheté les terrains, sont pas forcément les opérateurs qui savent le mieux faire ce type de locaux. On a aussi le problème du coût du foncier. Une fois qu'ils ont payé leurs locaux très très chers, ils veulent bien nous faire plaisir, mais de là à faire des locaux artisanaux, c'est pas très lucratif pour eux. Et également, on a eu des contraintes réglementaires, comme une révision du plan de prévention du risque inondation en cours de route, et un relèvement des codes de seuil sur toutes les opérations, qui ont rendu des locaux inexploitables à leur destination. Donc on a perdu des locaux artisanaux, dont d'ailleurs aujourd'hui on ne sait que faire, on ne sait pas quelle destination leur trouver. Donc on souhaite vraiment sur le dernier secteur de développement du projet urbain, qui est tout l'arrière de la base sous-marine, sur des terrains qui appartiennent au port et qui donc partiront sous forme d'appel à projet. On souhaite vraiment mieux maîtriser la destination et pouvoir enfin loger ici des activités artisanales ou des activités qui ont des besoins mixtes, comme disait Nicolas, un peu de production, un peu de bureau, un peu de showroom. Voilà. Alors, l'artisanat tient une grande place à Brazza, je crois, 50 000 m² au sein d'une programmation diversifiée, Flore Scherer ? Oui. Donc, je vais être très rapide parce que je crois qu'on a dépassé pas mal. Ça va Brazza, encore, c'est si on tient le rythme. Brazza, c'est en face des bassins à flot, donc c'est la continuité. Donc on est
On est dans la même typologie de villes mixtes et denses. Je vais pas... De toute façon, vous avez une présentation de Brazza, si vous voulez, à 11h15, donc vous pourrez aller voir en plus. Je me concentre sur l'activité. Donc, c'était aussi une zone industrielle, jusqu'en 2005, puisque la dernière usine Céveso, que vous voyez en bas, a fermé en 2005. Et puis une zone inondable aussi. Et donc, toute l'industrie bordelaise était sur la rive droite, particulièrement polluée. On est en zone franche urbaine également. Voilà, et on l'est toujours. En 2006, on a décidé de faire muter ce secteur industriel vers un secteur mixte, mais en gardant quand même effectivement pas mal d'activités artisanales, puisque c'était la marque de fabrique de ce territoire. Donc on a effectivement 50 000 m² d'artisanat, et puis ensuite les logements et tutti quanti comme d'habitude. La complexité, c'était effectivement de pouvoir... On a un tissu qui est très fin. On n'a pas de... L'artisanat se fait sous différentes formes, soit en locaux purement activité, mais en mixité à l'échelle de l'îlot, voire en mixité à l'échelle de l'immeuble, avec des locaux d'artisanat en rez-de-chaussée et du logement au-dessus. Alors, juste rappeler rapidement, si Brazza, c'est comme les bassins flots, c'est de l'urbanisme négocié. Donc, on n'a pas de maîtrise foncière, on en avait un petit peu. On a 13 hectares de maîtrise foncière, ville de Bordeaux. Mais sinon, en jaune, vous avez tout ce que les collectivités font, payent avec une TAM. Et puis le reste, c'est effectivement des fonciers qui sont achetés par des opérateurs privés directement à des propriétaires privés. La difficulté étant effectivement, pour faire de l'activité, comme le disait Méline, la question du prix du foncier. Donc, comme on apprend au fur et à mesure qu'on fait les quartiers, on a introduit dans le PLU des obligations de mixité fonctionnelle, en plus des obligations de mixité sociale qu'on a de toute façon sur l'ensemble des quartiers à Bordeaux. Et donc, on a, selon les secteurs, de 3 à 20% d'obligations de faire 3 à 20% de la SDP pour de l'activité artisanale. Donc, pour essayer de limiter un peu, de contrôler un peu les prix du foncier. Ce qui n'est pas évident, comme l'a dit Méline, parce qu'on a des opérateurs, même si on a une charte Brazza qui les oblige, à des prix de sortie des locaux d'activité qui soient au prix du marché, il n'y a rien d'exceptionnel, mais donc du coup ça donne des prix de sortie à 1 000 € du mètre carré, avec une place de parking inclus dans la cellule d'activité. Mais nous avions demandé à ce que chaque opérateur se dote d'un certain nombre de professionnels compétents autour de lui, dont un professionnel de l'immobilier d'entreprise, qui a rarement été le cas. Et donc ils ont tous fait effectivement ce qu'ils savent faire, c'est d'abord du logement, et puis ensuite, force loi du PLU et force poussée de l'atelier, les rez-de-chaussée qui rêvaient en commerce, on les demande en activité. Évidemment, c'est pas si simple que ça. Voilà, donc j'ai rappelé, effectivement, on est en atelier, donc on a le triptyque, comme pour les bassins à flot, la maîtrise d'ouvrage public, l'architecte urbaniste, nous, c'est Youssef Tomé, paysagiste Michel Desvignes et Ingérop, le bureau d'études, et puis les opérateurs et porteurs de projets. Voilà. Donc on a en activité, effectivement, 3 typologies d'activités. De locaux d'activité, on en a un petit peu en individuel, très peu. Alors là, c'est la ruée sur l'or, parce que évidemment, tous les artisans veulent leur local individuel. Ils ont des voisins, mais ils n'ont personne au-dessus, donc ça, ils en rêvent. On a donc des locaux qu'on appelle volume capable, qui peuvent être une déclinaison de ce que disait aussi Nicolas tout à l'heure sur la question showroom, un petit peu pour ceux qui sont en rez-de-chaussée en tout cas, bureau, local de production, voilà. Donc là, il s'agit de produire des volumes monofonctionnels activités avec des hauteurs sous plafond à 5 mètres qui leur permet de pouvoir adapter, soit par rapport à l'activité, soit de pouvoir créer une mezzanine, enfin voilà, d'avoir une souplesse d'aménagement et d'activité dans ces locaux-là. Donc évidemment, en rez-de-chaussée, c'est assez simple. La première question que les opérateurs ont posée, c'est qu'est-ce que vous mettez au premier et au deuxième étage ? Donc évidemment, on ne met pas la même chose, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas.
Donc il y a un vrai travail sur aller chercher des prospects. Et effectivement, Brazza, c'est pas une réponse unique, c'est un complément par rapport au parcours et à l'offre en locaux d'activité. Entre l'OIM et Brazza, il y a plein d'autres choses entre les deux, entre les grands comptes et les start-up. Voilà, il en faut pour tout le monde. Mais il y a effectivement des activités qui veulent rester en ville, qui ont besoin de ça parce que c'est leur zone de travail, qui ont besoin de ça parce qu'effectivement les jeunes ont envie d'être dans un quartier urbain. Enfin voilà. Rapidement. Oui, et donc effectivement, on a tout un travail avec les entreprises qui sont sur place, qu'on peut ou pas relocaliser, parce qu'on a un problème de temporalité, donc les opérations tiroirs ne sont pas évidentes, et un travail avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, pour aller effectivement identifier, chercher des prospects en pré-commercialisation, on va dire, et donc en sécurisation des opérateurs, pour aller dans des locaux d'activité, voilà. Et donc les deux, pour moi, les principaux problèmes, ce sont effectivement les équilibres financiers. Et donc maîtriser la question à la fois du foncier, mais à la fois aussi de la production, parce que on est comme dans d'autres endroits des contraintes d'aménagement, c'est-à-dire que c'est cher de construire à Brazza, quoi qu'il advienne, c'est cher parce que c'est pollué, c'est cher parce que c'est inondable, c'est cher parce qu'on est en mixité fonctionnelle, et que quand on a du logement et de l'activité en dessous, d'un point de vue architectural, ça coûte de l'argent. Donc ça veut dire un travail très fin, effectivement beaucoup plus fin de chacune des parties du projet. Et puis une adéquation entre l'offre et la demande. Et c'est là où on a un gros travail, effectivement, d'aller chercher des prospects et puis aussi d'être très attentif à la production des opérateurs pour que ça corresponde vraiment à des besoins d'activité. Voilà. Très bien. Jérôme Gauze, vous avez quelques minutes pour parler d'un enjeu stratégique qui est celui de la requalification urbaine et commerciale, rien que ça. Donc sur Mérignac-Soleil, vous introduisez du résidentiel, des éléments d'urbanité sur ce qui est quand même une grande zone commerciale des années 70. Vous avez tout dit en fait, donc c'est parfait. En termes d'enjeux, je veux juste replacer sur la carte donc, le territoire de Mérignac avec le territoire de l'OIM et puis, si j'arrive à vous le montrer, voilà, les territoires en fait sur lesquels s'inscrivent ces opérations, Mérignac-Soleil et Mérignac-Marne, puisqu'on a une deuxième opération qui est dans la continuité. Et puis le fil qui caractérise toutes les opérations de la fabrique dans le cadre du programme 50 000 logements autour des axes de transport collectif, c'est effectivement la proximité d'un transport collectif, que ce soit un tramway, un bus à haut niveau de service ou une gare, peu importe. Ce qui importe, c'est qu'effectivement, on puisse adosser du logement à des solutions en termes de mobilité. Sur le projet, proprement dit, donc oui, bien sûr, un site monofonctionnel, finalement, c'est la ville productive là à front renversé qu'on va essayer de faire, puisqu'on est sur quelque chose qui a très bien fonctionné. Mais on arrive au bout en fait d'un système commercial où on voit en fait ces grands comptes chercher aussi pour leur business de nouveaux modèles, de nouvelles manières de vendre et de nouvelles manières de faire, parce qu'ils sont bousculés par d'autres opérateurs, parce qu'ils sont bousculés par le numérique, parce qu'ils sont bousculés aussi par des usages différents en termes de consommation. Et donc il va de soi qu'effectivement ce modèle doit se transformer. Donc c'est une opportunité d'un point de vue du cycle économique pour venir construire en fait de l'habitat sur ce site. C'est aussi une opportunité en termes d'investissement public, puisque on bénéficie, et on s'est appuyé là-dessus, de l'inscription d'une ligne de tramway qui va venir en fait rentrer dans le site monofonctionnel et finalement venir perturber et créer des situations potentielles de projet. Ce sur quoi a beaucoup travaillé donc l'équipe de maîtrise d'œuvres urbaines OMA, le paysagiste des Vignes et Altostep. Voilà en fait la stratégie urbaine et la programmation. Je ne vais pas m'étendre en fait sur le projet. Je vais juste en fait vous dire les trois enjeux principaux, en tout cas les trois axes stratégiques qui ont été retenus pour travailler cette plaque monofonctionnelle. Premier sujet donc renaturer, retrouver en fait des sols
des sols effectivement de pleine terre. On est sur un site qui est, j'allais dire, tartiné d'enrobés et de parking, et donc permettant effectivement d'avoir du flux du commerce et de vendre diverses denrées alimentaires et de produits pour la maison. Vous avez tout sur ce site qui fait à peu près 70 hectares, donc c'est un espèce de temple de la consommation qui marche très bien, mais néanmoins l'été il fait à peu près 70 degrés sur les températures relevées sur les parkings. Donc comment vous dire, venir habiter à Mérignac-Soleil, ça passe d'abord bien évidemment par une stratégie de retrouver des sols, retrouver des températures un peu plus amènes, et finalement rentrer dans ce qui caractérise un petit peu la vie urbaine et la ville productive. Dans ville productive, il y a aussi ville, donc retrouver des aménités. Deuxième axe, installer en fait un système dit de voisinet. Donc c'est le concept en fait développé par Roma, qui consiste à, sur ces 70 hectares, avoir une réflexion en termes de quartier et d'usage, c'est-à-dire vous devez trouver des services vous permettant effectivement de vivre sur ce site à moins de 5 minutes ou dans un périmètre de 400 mètres. Ce qui donne une grille en fait de lecture du site, en tout cas du futur, qui est assez intéressante, puisque ça nous permet effectivement de discuter avec l'ensemble des opérateurs. Le troisième levier, c'est d'installer donc une canopée urbaine, c'est-à-dire partir d'une espèce d'axe systématique qui consiste à dire je plante quoi qu'il arrive selon la trame, pour justement retrouver finalement par couches successives des socles commerciaux qui, eux, n'ont pas vocation à se transformer. Donc on conservera bien évidemment du commerce en pied d'immeuble, et venir retrouver des hauteurs, mais ces hauteurs sont aussi j'allais dire dans un écrin de verdure, dans un écrin de nature retrouvé. Voilà en fait ce que peuvent dire le plan guide et ses fondamentaux. Donc le découpage des voisinets, on retrouve sur les voisinets la possibilité à la fois d'avoir des parcs, à la fois d'avoir de l'activité, à la fois d'avoir d'autres parcs ou des équipements publics et du logement. Donc c'est retrouver vraiment en fait les conditions d'un habité sur ce territoire. Je l'insiste, desservi à nouveau par un tramway. Ce territoire, il est maîtrisé à plus de 85% par des grands comptes, des opérateurs privés. Et donc en termes de méthode, on s'inscrit effectivement classiquement dans un travail d'atelier, un travail avec les opérateurs pour faire muter en fait ces territoires. Les deux leviers que nous avons, je l'ai déjà dit, le tramway qui inscrit en fait la transformation de ce territoire dans un cycle, on va dire moyen, ou en tout cas relativement un cycle moyen, et des cycles courts économiques où les opérateurs s'interrogent sur finalement quel est le coût d'après en termes de modèle économique, et finalement travailler et introduire de l'habitat et des services, c'est sans doute aussi finalement prolonger le modèle économique de ces opérateurs. Ce qui nous permet, ça c'est la renaturation in fine en fait, donc on a l'image, l'état actuel, il faut pas se cacher, voilà la réalité, je vous parlais de température à 70 degrés l'été, nous avons un oasis en fait qui existe encore, qui est pollué mais qui existe encore, et bien évidemment donc l'objectif c'est de retrouver une qualité des sols et des galettes commerciales surmontées de logements. En termes de méthode, pour conclure, puisque je pense qu'il faut que je sens bien qu'il faut que je conclue, en termes de méthode, on a à la fois un système donc décrit par l'ensemble des participants à cette table, c'est-à-dire maîtrise d'œuvre complète, atelier, etc. Mais aussi et surtout, on s'inscrit dans le cadre d'un programme. Donc le programme 50 000 logements fixe la règle finalement programmatique, et on a des axes programmatiques effectivement très forts. Un tiers de logements sociaux, un tiers d'accession abordable, soit en social, soit en abordable à coût très, très maîtrisé. Donc nous sommes sur du 2500 € TTC, mètre carré cham, parking compris. Donc c'est effectivement
gageure sur certains secteurs, puis en fait le dernier tiers, donc du logement privé, permettant effectivement d'avoir toute une gamme de produits de logement sur site. C'est extrêmement important d'avoir ces outils à la fois très opérationnels de terrain et d'atelier, et d'être encadré dans une règle du jeu connue par l'ensemble des opérateurs, à la fois opérateurs immobiliers, concepteurs bien évidemment, mais aussi propriétaires, puisque ça nous permet de discuter en sachant, nous sommes très lisibles, donc on sait très bien où est-ce qu'on va aller pour effectivement produire ce type de logement. Et on est d'autant plus aidé, en tout cas on sait aider, puisque le 2500 € TTC, ça existe. Il a été inauguré il n'y a pas très longtemps d'ailleurs à Bordeaux sur une opération résidence du lac. Donc on sait que les opérateurs peuvent produire du 2500 € TTC à certaines conditions, en fonction des situations, et c'est ce qui permet finalement, dans cette épaisseur du projet, de trouver les conditions, qui ne sont pas toutes les mêmes sur l'ensemble des opérations, mais de trouver à chaque opération son atterrissage en termes programmatiques. J'insiste aussi bien évidemment sur la nature, qui est une valeur extrêmement forte, réclamée en termes de concertation. Nous concertons beaucoup sur ces projets, et la nature comme, j'allais dire, contrepartie, j'allais même dire, de don contre don, finalement, est un enjeu essentiel dans l'ensemble de ces projets. Voilà, je crois qu'il faut que je m'arrête. Merci je pourrais beaucoup. en parler des heures. Bon, en tout cas, requalifier une zone commerciale, c'est difficile, mais c'est possible. Le message est passé. On n'aura pas le temps pour les questions. Nous attendons Alain Juppé dans quelques minutes, mais je suppose que les intervenants seront peut-être à votre disposition dans l'espace café. Voilà. On peut ? Alors, on a le temps pour les questions, finalement. Ah, il y a une question là-bas. Le micro arrive. Oui, bonjour, Christian Schmitt, je suis élu à la ville de Saintes. Ce serait une question pour Flore. Vous avez parlé de la mixité fonctionnelle introduite dans le PLU. Alors je voulais savoir un petit peu comment vous avez procédé pour l'introduire, et ensuite sous quelle forme, pourcentage de surface ou autre. Voilà, un petit peu ma question. Merci. Ouais. On l'a mis, donc on a une orientation programmatique, une OAP. Et donc c'est dans ce cadre-là. Donc on n'a pas pour l'instant réussi à le mettre dans le règlement, malheureusement, parce qu'on n'est qu'en compatibilité. Mais dans la méthode atelier, la compatibilité veut dire l'application. Voilà. Donc on l'a mis, et c'est la SDP. Alors, on a besoin, voilà. L'urbanisme négocié, comme dit son nom, c'est la négociation, donc on a besoin de souplesse. Donc c'est les limites de l'exercice à chaque fois, c'est qu'on l'a mis en pourcentage pour une opération, mais en fait on l'a écrit pour un secteur. Donc ça nous laisse un peu de latitude, on va dire. Voilà. Donc c'est nous qui sommes garants avec les élus que, au final, à l'échelle du secteur, on est bien les 20%, même si une fois. Puis ça dépend, voilà, on a aussi des objectifs, on a des activités qu'on voulait maintenir, on a un point P qui vient, c'est pas vraiment de l'activité artisanale, néanmoins, ça a du sens. Donc ça prend sur... là, ils sont dans un secteur où on a 20% d'activité. Bon, ben voilà, donc c'est pas tout à fait la même chose, en même temps ça a du sens. Bon, voilà, on fait au mieux. Autre question ? Vous avez tous l'air de dire que vous savez négocier avec les acteurs économiques, etc. Bon, ils doivent quand même pas toujours se laisser faire, j'imagine. Non, mais ça, c'est effectivement, bon, je pense à la complexité pour tout le monde. Mais effectivement, quand on rentre, la mixité sociale, je pense que maintenant, ça fait quand même plusieurs années que sur Bordeaux, on l'amène. Donc maintenant, c'est rentré dans les mœurs. La question bureau, tertiaire, etc., même si c'est pas toujours simple, ça fait partie de leur modèle économique. L'artisanat, ça fait pas vraiment partie du modèle économique. C'est-à-dire que je pense, je sais pas si qui est là dans l'assistance, mais je pense qu'ils l'ont à peu près mis à zéro ou proche. On parlait tout à l'heure effectivement de la location ou de l'achat.
Alors là, moi j'ai les deux. Il y a des opérateurs qui se disent on va le garder en patrimoine, qui peuvent le garder en patrimoine parce qu'ils savent que dans 5, 10, 15 ans, les choses auront changé et ils feront une opération patrimoniale. Et donc là, ils l'ont en location. Mais effectivement, les chefs d'entreprise, eux, veulent acheter parce qu'eux-mêmes ont besoin de faire des opérations patrimoniales. Donc voilà. Donc il y en a d'autres qui le vendent. La complexité, c'est qu'effectivement, on les oblige à vendre à 1 000 € et qu'il faudra qu'on soit très vigilant, au moins sur un certain nombre d'années, à ce qu'il n'y ait pas de changement de destination de ces locaux, et que ça ne fasse pas une rente immédiate, voilà, et que chacun s'y retrouve. Après, la vie fera peut-être que ça évolue, ça dépendra des besoins et ça dépendra effectivement du coup de l'intérêt d'être en ville par rapport aussi à une clientèle. Voilà. Très bien. D'autres questions? Je n'en vois pas. Eh bien, je vous remercie.